The Department of Justice releasing its remaining documents from the Jeffrey Epstein investigation. Deputy Attorney General Todd Bland saying the records will be posted throughout the day, including more than 2,000 videos, more than 180,000 images, some of the material so explicit you have to verify being an adult before you can actually access it. Many of Epstein's survivors have been publicly pushing for years to have these documents come out, but it took a law passed with near unanimous support in Congress to finally bring. Certaines déclarations ne modifient pas les lois, mais mettent en évidence des fractures dans l'utilisation publique des institutions. Le vendredi 2 février 2026, lors d'une conférence de presse convoquée dans le bureau ovale, le président Donald Trump a fait une série de déclarations inattendues sur la récente divulgation de millions de documents fédéraux liés à l'affaire Epstein. Au lieu de répondre à des questions préalablement convenues sur l'avancement des réformes des structures publiques, Trump a anticipé le sujet et a directement lié son image au contenu de l'enquête, affirmant que les documents prouvaient son innocence et accusant en même temps des personnalités de la presse et des adversaires politiques de participer à une conspiration contre sa campagne présidentielle. Le point de basculement a été l'affirmation selon laquelle l'écrivain Michael Wolff aurait conspiré avec Jeffrey Epstein pour lui nuire électoralement, une déclaration faite sans présentation de preuves, mais avec le poids d'avoir été prononcée au sein de la plus haute instance du pouvoir exécutif américain. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. À partir du moment où son nom a été volontairement replacé au centre de la controverse, Trump a cessé d'être simplement quelqu'un cité dans les archives, il est devenu l'auteur d'un récit alternatif à leur sujet. Dans un ton alternant ironie et agressivité, il a affirmé que les 3 millions de pages rendues publiques ne contenaient rien de pertinent à son sujet, insistant sur le fait que les véritables implications concernaient des personnalités telles que Bill Clinton et Bill Gates. Dans le but de détourner l'attention, il a décrit les enquêtes en cours comme une perte de temps pour le ministère de la Justice et a suggéré que l'affaire soit immédiatement classée. Bien que cette position n'ait pas apporté de nouvelles informations factuelles, elle a réorienté le débat public. L'affaire n'était plus seulement examinée par les tribunaux, mais également médiatisée par une rhétorique défensive au cœur de l'arène politique. Au cours de la même journée, le président a eu recours aux réseaux sociaux pour renforcer cette nouvelle version. Une série de publications niait toute relation étroite avec Epstein, tout en accusant des personnalités démocrates et judiciaires d'être directement impliquées dans le financement et la dissimulation d'actes criminels. Dans l'un de ses messages, Trump affirmait que presque tous les démocrates corrompus avaient fréquenté l'île d'Epstein, alors que lui-même ne l'avait jamais fait. Cette phrase contredit des enregistrements antérieurs qui indiquent des vols, des interactions publiques et des échanges de faveurs entre les deux hommes. Cependant, l'objectif de ce récit ne semblait pas être la précision historique, mais la saturation, délégitimer les données en répétant un démenti public, multiplié sur différents canaux et formats. Parallèlement, Trump a adressé des critiques directes à des personnalités qui ont commenté l'affaire dans la presse et lors d'événements publics. Interrogé par un journaliste sur l'humoriste Trevor Noah, qui avait fait une blague à son sujet lors des Grammy Awards, le président a indiqué qu'il avait l'intention de le poursuivre en justice. La justification avancée était la mention de prétendus voyages sur l'île d'Epstein, que Trump a catégoriquement nié. Cependant, son discours est allé au-delà de la défense personnelle et a touché un point institutionnel délicat: l'utilisation de l'appareil juridique comme instrument d'intimidation contre des personnalités publiques qui exercent leur liberté d'expression. Ce geste, bien qu'il ne soit encore qu'au stade de l'intention, a déclenché des alertes dans certains secteurs de la presse et auprès d'organisations qui surveillent les relations entre le pouvoir politique et la liberté de la presse aux États-Unis. Dans le même temps, un autre mouvement a attiré l'attention. Dans un détournement inattendu du thème central, Trump a également commenté, lors de la conférence de presse, une enquête en cours contre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Interrogé sur l'action de la procureure fédérale Jeanine Pirro, une personnalité proche de lui et récemment nommée à ce poste à Washington, Trump a déclaré sans détour qu'elle devait mener l'affaire jusqu'au bout. Cette déclaration a immédiatement suscité un malaise dans les coulisses du Congrès, d'autant plus que le sénateur républicain Thom Tillis avait conditionné son approbation des nouvelles nominations à la Fed à la suspension de la procédure contre Powell. La réponse de Trump non seulement approuvait l'enquête, mais associait directement sa poursuite au succès de ses propres nominations, tendant la corde entre indépendance institutionnelle et loyauté politique. Cette succession de thèmes, les dossiers Epstein, la presse, le système judiciaire et la politique monétaire,
a dessiné un paysage dans lequel les décisions de l'État, les stratégies électorales et les défenses personnelles se sont entremêlées d'une manière sans précédent. Trump n'a pas seulement réagi aux accusations, il a cherché à reconfigurer le cadre institutionnel, même dans lequel ces accusations sont évaluées. En agissant ainsi dans un contexte de visibilité maximale, sous les feux des projecteurs officiels, il a déclenché une série de réactions qui sont toujours en cours et dont les conséquences restent incertaines. Ce qui peut être affirmé avec certitude, c'est que cet épisode a modifié le comportement attendu des personnalités publiques, faisant l'objet d'une enquête indirecte. Au lieu d'un conseil technique, on a opté pour une confrontation directe et publique. Ces mouvements ont également trouvé un écho dans les actions du ministère de la Justice. Dans les heures qui ont suivi la conférence de presse, les avocats des survivants d'Epstein ont déposé une requête urgente alléguant que des extraits de documents avaient été divulgués sans le soin nécessaire à l'identité des victimes. La requête a été adressée aux juges fédéraux chargés de l'affaire et souligné que le préjudice causé par ces publications était aggravé par les déclarations de personnalités publiques qui traitaient l'affaire avec mépris ou ironie. La réponse du magistrat a été formelle, mais révélatrice. Il a reconnu l'urgence de la situation et a convoqué une réunion extraordinaire avec les parties concernées. La mention directe du calendrier des publications et des déclarations politiques dans l'ordonnance judiciaire a renforcé l'impression que la frontière entre justice et rhétorique est mise à l'épreuve. Certains épisodes se distinguent non pas par leur issue, mais par la manière dont ils redessinent les frontières entre les sphères du pouvoir. La conférence de presse du 2 n'a pas inauguré cette dynamique, mais l'a mise en évidence dans sa forme la plus crue. Un président, entouré de documents officiels, prononce un discours qui mêle dénégation, contre-attaque, reconstruction et anticipation de litige. Le litige ne porte plus seulement sur le contenu des archives, mais aussi sur qui a le droit de les raconter. Et dans ce domaine, chaque mot prononcé publiquement fait partie du processus, même s'il n'est pas encore consigné dans aucun procès-verbal judiciaire. Pour ceux qui accordent de l'importance au suivi continu et à la compréhension progressive des relations institutionnelles aux États-Unis, observer la manière dont ces événements s'enchaînent est plus important que d'anticiper les conclusions. C'est le processus, et non le verdict, qui révèle les contours du système. À partir de là, la convergence entre les organes et les acteurs institutionnels a commencé à dessiner les contours plus larges de l'épisode, transcendant la portée d'une simple déclaration présidentielle. Alors que la rhétorique publique du président Donald Trump visait à absorber et à rediriger l'attention sur les archives Epstein, certains secteurs du Congrès, du ministère de la Justice et du pouvoir judiciaire ont commencé à agir simultanément, dans les domaines de l'analyse, de la contention et de la réponse. L'ouverture d'une nouvelle audience extraordinaire par le juge fédéral Richard Berman, par exemple, ne s'est pas limitée à l'évaluation technique d'une erreur de procédure. En reconnaissant formellement que la divulgation des données avait causé un nouveau traumatisme aux victimes identifiables, le juge a attribué à l'instance judiciaire le rôle de contention éthique au milieu d'un cycle politique de désinformation, d'exposition et de tentative d'instrumentalisation du matériel divulgué. Cette initiative, bien que limitée dans sa portée, a relancé les questions sur l'efficacité des mécanismes de protection dans le modèle actuel d'accès public aux archives judiciaires, impliquant de multiples agents publics. C'est dans ce contexte que refait surface la discussion sur la proposition législative connue sous le nom d'Epstein Transparency Act, coparrainée par des parlementaires de différents horizons idéologiques, tels que le républicain Thomas Massie et le démocrate Ro Khanna. Le projet, initialement conçu pour garantir la protection de l'identité des victimes tout en assurant la publicité des documents, a été affaibli par les résistances techniques du ministère de la Justice, qui a invoqué l'absence de base juridique pour la nomination d'un contrôleur indépendant doté d'un pouvoir de veto sur les publications. Aujourd'hui, face à la fuite de noms et à la répercussion publique provoquée par des personnalités telles que Trump lui-même, la proposition fait à nouveau l'objet de débats au Congrès, non pas comme un exercice de transparence, mais comme une réponse institutionnelle à l'instabilité causée par des failles de protocole et des tentatives de capitalisation politique sur des documents judiciaires en cours. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les parlementaires initialement réticents à la proposition se sont à nouveau manifestés, y compris parmi les républicains traditionnellement alignés sur la base de Trump. La critique voilée de certains membres du Sénat à l'égard de l'attaque de Trump contre Massie, par exemple, a révélé des fissures internes qui vont au-delà du conflit narratif. L'insinuation selon laquelle le membre du Congrès serait devenu un libéral déguisé après son mariage, tel que publié par Trump,
a été perçu comme un signe que les divergences institutionnelles sont traitées avec des méthodes personnelles et que le camp républicain pourrait connaître une fragmentation plus marquée si ces schémas se répètent tout au long de la campagne. La présence de noms tels que Steve Bannon dans les documents divulgués a ajouté une autre couche de complexité au scénario. Bien qu'il ne fasse plus partie du noyau formel de la structure de campagne de Trump, Bannon reste une figure d'influence stratégique dans les secteurs de la base idéologique la plus dure. La révélation selon laquelle il aurait échangé des courriels avec Epstein pour discuter de stratégies visant à neutraliser les accusations publiques et à reconstruire l'image de l'homme d'affaires en 2019, quelques mois seulement avant son arrestation, ne fait pas que raviver les soupçons sur ses activités pendant cette période. Elle introduit également dans le débat l'hypothèse selon laquelle la gestion de la réputation dans les cas à haut risque aurait fait appel à des articulations extra-institutionnelles. Le contenu des messages n'a pas été démenti par Bannon jusqu'à présent, ce qui renforce l'impression qu'il existe une zone d'ombre entre l'activité des consultants et les limites de la responsabilité juridique. Cette zone d'ombre est précisément le point d'intersection entre les institutions formelles et les mécanismes informels du pouvoir. Ce que suggèrent les interactions entre Trump, Bannon et Epstein, selon les archives disponibles, c'est qu'il existait un flux constant d'intérêt autour de la gestion de l'image publique et du contrôle des discours ayant un impact électoral. L'absence de poursuite judiciaire immédiate contre ces mouvements n'implique pas l'absence de risque, mais souligne la difficulté systémique de traiter des stratégies qui opèrent à la limite de la légalité, en particulier lorsqu'elles impliquent des personnalités connaissant le fonctionnement interne du système politique. Parallèlement, la mention par Trump de la réforme du Kennedy Center et de sa décision d'interrompre temporairement les activités du lieu a été interprétée par la communauté artistique comme une tentative de détourner l'attention institutionnelle. Bien que le discours se soit concentré sur la nécessité d'un espace plus sûr et rénové, l'histoire récente du désertement du centre indique que cette décision répond également à une volonté de contrôle. En affirmant que les réformes coûteraient environ 200 millions de dollars, Trump n'a fourni aucun détail sur le financement, ni précisé la participation d'entités publiques ou privées au projet. Ce silence, dans un contexte déjà marqué par des soupçons d'utilisation abusive de fonds et de contrats ciblés, a accentué le sentiment qu'il existe un chevauchement entre la gestion culturelle et les manœuvres politiques. Le choix même du bureau ovale comme cadre pour ces déclarations n'était pas fortuit. L'utilisation de l'espace institutionnel le plus emblématique de la présidence constitue un geste d'appropriation du pouvoir narratif. En abordant simultanément des thèmes tels que les scandales judiciaires, le financement international, les enquêtes de la réserve fédérale et les décisions administratives concernant les centres culturels, Trump a testé les limites de la cohésion institutionnelle et le temps de réponse des rouages fédéraux. L'accumulation de ces facteurs d'instabilité a exercé une pression sur les hauts responsables du Parti républicain, qui se voient contraints d'équilibrer leur loyauté envers leur base et la préservation de l'intégrité des institutions qu'ils représentent vaguement. Dans le même temps, le ministère de la Justice est confronté à des défis internes, liés à la gestion des crises provoquées par des acteurs politiques qui, directement ou indirectement, ont fait l'objet d'enquêtes sous sa responsabilité. Le fait que Trump lui-même ait critiqué le ministère de la Justice lors de la conférence de presse, suggérant qu'il devrait cesser de perdre son temps avec cela, témoigne d'une tentative de renverser le cours des institutions en sa faveur. Mais cette stratégie comporte un risque. En discréditant l'organisme qui a déjà mené des enquêtes contre ses adversaires, Trump sape l'autorité du même département qui pourrait être appelé à le protéger si de nouvelles accusations venaient à être portées sur la base des dossiers rendus publics. Cette ambivalence institutionnelle, où les mêmes acteurs sont tantôt boucliers, tantôt cibles, contribue à rendre la situation actuelle particulièrement volatile. Les réactions sont encore en train d'être absorbées par les structures partisanes et juridiques. Mais le fait que plusieurs sphères du pouvoir aient été simultanément mobilisées, même de manière informelle ou réactive, indique que cet épisode ne sera pas facilement neutralisé par la rhétorique. La convergence des thèmes, des documents, des enquêtes et des intérêts politiques a déjà imposé au système une surcharge interprétative qui exige plus que des réponses ponctuelles. Elle exige une vigilance continue, un suivi détaillé et une disposition à faire face à des zones d'indétermination institutionnelle qui s'étendent chaque fois que le discours officiel tente de supplanter les faits eux-mêmes. Dans un environnement où les informations circulent à une vitesse extrême et sont reconfigurées par des discours avant même de pouvoir être analysées formellement,
il est essentiel de rester concentré sur les mécanismes réels de fonctionnement du système. C'est pourquoi cette chaîne reste engagée dans le suivi continu des développements institutionnels et dans l'analyse responsable des tensions qui façonnent le présent politique des États-Unis. En entrant dans le domaine des analyses interprétatives, l'épisode cesse d'être considéré comme une simple succession chronologique d'événements et devient le théâtre d'une dispute institutionnelle ouverte. Dans le contexte actuel, il existe des interprétations très différentes quant à la portée juridique et politique des déclarations de Donald Trump, ainsi que sur les conséquences systémiques découlant de la divulgation des documents liés à l'affaire Epstein. Pour les juristes travaillant au sein du système fédéral, le point névralgique de la controverse réside dans la tentative explicite d'orienter l'opinion publique avant la conclusion des évaluations techniques des documents. En utilisant des déclarations telles que rien ne peut m'incriminer ou cette affaire devrait être classée, le président n'agit pas seulement en tant que personnalité politique, mais s'inscrit comme un acteur actif dans une dynamique qui reste sous examen judiciaire. Dans ce contexte, la question centrale n'est plus uniquement l'existence d'éléments compromettants directs, mais aussi la possibilité que le déni public répété interfère avec les mécanismes institutionnels de responsabilisation. Selon les informations disponibles, les noms mentionnés dans les récentes divulgations, parmi lesquels Steve Bannon, Jeanine Pirro, Thomas Massie et Jerome Powell, n'apparaissent pas de manière isolée ou fortuite. Il existe une interconnexion d'intérêts, de contacts et de liens institutionnels qui, même lorsqu'ils ne constituent pas des illégalités formelles, créent un environnement dans lequel les frontières entre conseil, influence politique et articulation institutionnelle deviennent moins nettes. Le cas de Powell, président de la Réserve fédérale, est souvent cité comme exemple de cette ambiguïté. La pression exercée pour que les enquêtes le concernant soient interrompues en échange de nominations politiques suggère une logique de négociation institutionnalisée qui, bien qu'elle ne soit pas clairement qualifiée de crime, met à rude épreuve le système de freins et contrepoids prévu par la Constitution. Le débat se déplace ainsi de la légalité immédiate vers l'architecture du pouvoir qui sous-tend les décisions administratives et judiciaires en période d'instabilité. Des interprétations divergentes persistent également sur le rôle de la presse et du divertissement dans ce contexte, alors que des secteurs proches du président affirment que les commentaires humoristiques faits par des présentateurs tels que Trevor Noah lors de la cérémonie des Grammy Awards constituent des attaques injustifiées et politiquement motivées. Des juristes et des experts en liberté d'expression soutiennent que le discours public doit rester protégé, en particulier lorsqu'il vise des personnalités publiques. La suggestion de Trump de poursuivre le comédien en justice a relancé les discussions sur l'utilisation stratégique du système juridique comme instrument de pression culturelle, et a conduit les médias indépendants à se demander s'il existe un effort délibéré pour redéfinir les limites de la critique et de l'humour aux États-Unis. Bien que ce type de tension ne soit pas nouveau, il prend une gravité accrue lorsqu'il émerge dans le cadre d'une large diffusion de documents liés à l'un des plus grands scandales judiciaires du pays. D'un point de vue strictement technique, les analystes juridiques qui suivent l'affaire Epstein observaient que l'existence de plus de 38 000 mentions du nom de Trump dans environ 5 000 documents ne constitue pas en soi une preuve formelle de culpabilité. Néanmoins, la stratégie de distanciation absolue, réitérée publiquement et sans concession, soulève des questions sur la manière dont ces références seront évaluées au cours du procès. Les procureurs et les magistrats s'inquiètent de plus en plus du fait qu'une exposition excessive puisse compromettre l'impartialité et l'intégrité des futures audiences. À cela s'ajoute la critique des avocats des victimes, qui alertent sur les impacts directs de la politisation de l'affaire sur leurs clients, tant sur le plan psychologique que juridique, en transformant des témoignages sensibles en éléments d'un conflit électoral plus large. L'absence de consensus à ce jour suggère que le système institutionnel est encore en train d'assimiler les faits. Les réactions des tribunaux, les mouvements du Congrès et les déclarations des autorités publiques composent un scénario fluide dans lequel chaque nouvelle donnée reconfigure l'interprétation de la précédente. Dans ce contexte, les décisions futures, telles que l'avancement des propositions de contrôle externe des archives, la convocation de nouvelles audiences publiques ou la réorganisation des commissions parlementaires, pourraient modifier de manière significative l'équilibre actuel. Aucune de ces alternatives ne semble toutefois viable sans une réévaluation plus approfondie des mécanismes de protection et de responsabilisation des agents publics dans le cadre de la justice fédérale. Le rôle du ministère de la Justice reste au cœur de ce débat. L'institution est confrontée à la fois à des pressions internes et externes liées à la gestion des documents
et à la réponse institutionnelle face aux défaillances déjà identifiées. Certains analystes estiment que l'organisme devra adopter, dans les prochaines semaines, des mesures capables de rétablir son autorité technique et administrative, au risque de devenir lui-même l'objet de remises en question de la part du pouvoir judiciaire. Cette possibilité est suivie de près par les associations de procureurs et les conseils d'éthique, qui ont déjà exprimé leur inquiétude quant au niveau d'exposition du ministère sur des questions très sensibles sur le plan institutionnel. Parallèlement, les développements liés à la réforme du Kennedy Center continuent d'être interprétés par certains secteurs du milieu culturel comme un geste de rupture. La justification officielle, fondée sur des arguments techniques et structurels, n'a pas été accompagnée d'une transparence budgétaire ni d'un calendrier détaillé, ce qui renforce l'impression que cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large visant à contrôler le discours des institutions critiques à l'égard de l'administration Trump. Le fait que l'annonce ait eu lieu lors du même événement au cours duquel le président a attaqué les journalistes, les procureurs et ses adversaires au Congrès a renforcé cette interprétation. Même si le projet avance sous le couvert de la loi, sa signification reste indéfinie, en particulier pour les groupes qui ont historiquement occupé et programmé l'espace culturel en question. La tension reste sans résolution. Les institutions continuent de réagir, chacune à leur rythme, aux pressions simultanées qui se sont accumulées ces derniers jours. Les interprétations controversées ne disparaîtront probablement pas à court terme, et ce n'est peut-être pas souhaitable. Elles révèlent quelque chose qui dépasse les divergences idéologiques ou partisanes. Elles exposent un modèle de crise institutionnelle qui se construit non seulement à partir de conflits formels, mais aussi à partir de la dispute publique des récits, avant même la conclusion des procédures judiciaires. À ce stade, un suivi attentif et continu cesse d'être une simple option informative et s'impose comme une exigence démocratique. Nous continuons à suivre les développements institutionnels avec l'attention analytique et le contexte que la complexité de ce moment exige.